voudrais commencer cette conférence par remercier bien sûr les organisateurs du colloque et remercier tout particulièrement Guillaume de Prémard et Bruno de Saint-Chamas pour leur invitation. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Et puis les remercier parce que si c'est vraiment un grand plaisir de venir partager cet événement avec vous, c'est notamment, je crois que mon plaisir vient de la justesse et de la pertinence de la bannière sous laquelle vous proposez de nous retrouver tous aujourd'hui. Cette bannière, vous le savez, c'est refaire le politique. Et je crois que cette bannière, elle est juste, pertinente, elle annonce une urgence. Il est effectivement urgent de refaire le politique. Je crois en effet que, comme nos organisateurs, nous avons urgence à refaire une communauté politique, urgence à renouer les fils du lien social, urgence à reconstruire un projet, un imaginaire collectif susceptible de nous rassembler, de nous mobiliser par une commune énergie et de nous souder. On est à un moment particulier de notre histoire politique. Je crois qu'on ne peut plus désormais se cacher que l'on vit un temps de morcellement extrême de notre société, un temps vraiment d'atomisation, et que l'atomisation de notre société est allée tellement loin que certains de mes collègues parlent de dissociété. Bien loin de construire une société politique, tout semble s'acharner dans notre pays à nous dissocier, à faire éclater la société. Et évidemment, cet état de déliaison généralisée, de dissociété, je crois que c'est lui, bien entendu, qui nourrit tous les communautarismes, qui empêche l'intégration sociale, qui accroît la violence et qui accroît la grande morosité qui frappe la société française. Vous avez vu que Le Monde, à nouveau cette semaine, titrait sur la dépression nationale de la France. De ce point de vue, si la vague d'attentats terroristes dont on sort et à laquelle on continue évidemment à s'affronter, si elle a eu au moins un mérite, c'est que désormais cet état de dissociété, cet état de grande dislocation du lien social, il est à l'agenda politique. Enfin, on ose en parler. On ose en parler alors que le mot de dissociété, je l'emprunte à un de mes collègues, Jacques Généreux, qui dès 2005, bien avant 2015, avait évidemment diagnostiqué ce grand état de déliquescence du lien social dans lequel on est. Les attentats, s'ils peuvent avoir une vertu, bien sûr ils n'en ont pas, mais s'ils peuvent avoir un intérêt, c'est au moins d'avoir remis sur l'agenda politique cette question importante du lien social. En même temps, ne nous y trompons pas, bien sûr, cette dissociété, elle ne commence pas avec les attentats, et malheureusement, elle ne se limite pas à nos banlieues. La dissociété, je crois qu'elle est là depuis longtemps, et je crois qu'elle est très largement partout, très au-delà des banlieues. Je crois même que finalement cet état de dissociété touche évidemment tous les domaines de la société, et notamment ce que les sociologues appellent tous les grands régimes d'attachement, c'est-à-dire tous ces lieux dans lesquels patiemment au quotidien le lien social est censé se nouer. Eh bien, très au-delà de nos banlieues, je crois que tous les grands régimes d'attachement, pour parler comme les sociologues, que tous les grands régimes d'attachement au sein desquels se construit notre société, se construit du lien et de la solidarité, ils sont tous en panne, bien sûr. La famille, vous le savez comme moi, on s'affronte à une divorcialité croissante, on s'affronte à une natalité chancelante, à une solitude grandissante des vieux. Donc la famille, bien sûr, est touchée. Mais comment ne pas voir autre grand régime d'attachement dans lequel on construit du lien? Le travail. Le travail est profondément touché, et on le verra beaucoup dans cette conférence. Il est touché non seulement, évidemment, par la grande désespérance de ceux qui n'ont pas de travail, et ce problème récurrent du chômage, mais on peut voir aussi qu'il est touché, le travail aussi, du côté de ceux qui en ont. Du côté de ceux qui en ont, partout semblent se multiplier les plaintes d'une perte de sens du travail, d'une perte de sens de l'économie, du stress, du burn-out, de la fatigue inutile, etc. Le travail est touché également. Troisième grand lieu de construction du lien social, ce sont tous les lieux de la militance, politique. Ces lieux de la militance politique sont touchés aussi, vous le savez bien. Désertion des partis politiques, désyndicalisation massive, abstentionnisme, record. Bref, il semblerait effectivement que nous sommes aujourd'hui dans une société dans laquelle tout se plaît, non pas évidemment à nous réunir, mais au contraire à nous dissocier, à désattacher, à organiser une déliaison généralisée. C'est pourquoi nos organisateurs ont raison, il est urgent évidemment de refaire le politique et de recréer du commun. Mais je crois que si on veut avancer sur ce chemin de reconstruction du politique, eh bien je crois qu'on ne fera pas l'économie de se mettre d'abord d'accord sur un constat, sur un diagnostic.
Que se passe-t-il? Comment peut-on comprendre cet état de dissociété généralisé dans lequel nous sommes aujourd'hui? Et ce diagnostic, c'est à ce diagnostic que j'aimerais consacrer l'essentiel de ma conférence. Alors évidemment, si on essaie de diagnostiquer cet état de dissociété, il y a beaucoup de raisons qui nous viennent. On pourrait se dire, bien entendu, la crise économique, elle est profonde, elle génère angoisse, anxiété, repli, etc. Et puis on est au temps de la mondialisation, tout s'éloigne, les lieux de pouvoir s'éloignent, deviennent inattrapables, etc. Et puis en même temps, il y a évidemment la problématique des migrations, de l'immigration, qui évidemment pose problème, font se rencontrer les cultures, etc. Je crois que toutes ces causes sont vraies, je crois que toutes ces causes sont justes, évidemment, mais je pense que ce sont des causes secondes, des causes médiates. Parce que je pense que nos problèmes de crise économique, de mondialisation, de migration et d'immigration dérivent finalement tous d'une cause première qu'il faut savoir repérer, d'une cause première dont toutes les autres causes découlent finalement. Et cette cause première, c'est que nous ne cessons d'approfondir depuis maintenant un certain temps un modèle de société, une façon de concevoir le lien politique et le lien social que je crois impossible. Nous approfondissons une façon de concevoir le lien politique dont je pense qu'elle est fausse et dont je pense qu'elle ne peut que nous construire dans le mur, que nous conduire dans le mur. Cette façon de concevoir la société, elle est très ancienne. Elle naît au XVIIe et XVIIIe siècle, je vais essayer de le développer avec vous, et je crois effectivement qu'elle nous conduit à un terrible échec. Alors je ne vous fais pas attendre plus longtemps, quel est ce modèle de société dont dérive à mon avis un très grand nombre de nos problèmes? Ce modèle de société que je crois impossible, je vous propose de l'appeler tout simplement la société de marché. Je crois que nous ne cessons d'approfondir depuis maintenant 2 siècles un modèle de société que j'appelle la société de marché et qui est un modèle de société que je crois tout à fait impossible. Ce modèle, on l'approfondit depuis 2 siècles comme il est impossible. Il ne cesse de susciter des critiques. On a eu des grands moments d'histoire dans lesquels on critiquait cette société de marché, donc elle refluait un petit peu. Mais elle nous revenait sans arrêt. Depuis 2 siècles, l'avènement de la société de marché constitue, je crois, la tendance lourde de notre société. Et il me semble bien entendu que cette société de marché, après un temps de critique et de reflux, elle nous revient au galop depuis maintenant 30 ou 40 ans. Alors on va consacrer tout simplement cette conférence à cette question de la société de marché. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Comment ça fonctionne? Quel pari ça fait? Et quelles en sont les principales impasses? Alors pour introduire, je dirais d'abord tout simplement que ce modèle de la société de marché, il est assez difficile à repérer et à critiquer parce qu'il recompose assez en profondeur les clivages politiques auxquels nous sommes habitués. Et s'il recompose en profondeur les clivages politiques auxquels on est habitué, c'est que le modèle de la société de marché que je vais développer, il est constamment passé finalement de la droite à la gauche de l'échiquier politique, et que finalement la société de marché, elle emprunte des marqueurs idéologiques qui appartiennent à la droite, mais d'autres qui appartiennent à la gauche, et que la société de marché arrive effectivement à mélanger dans un seul et même modèle. En effet, je crois qu'en première analyse, pour avoir un petit viatique pour commencer la conférence, on peut dire que la société de marché, le modèle de la société de marché, c'est un modèle qui combine à la fois ce que je vous propose d'appeler le libéralisme philosophique ou moral, le libéralisme philosophique ou moral, c'est-à-dire celui qui met l'emphase sur la libéralisation des mœurs, la liberté des conduites de vie, etc., etc. Et ce libéralisme philosophique ou moral, la société de marché le mélange, ce libéralisme moral qu'on classe en général plutôt à gauche, évidemment, eh bien ce libéralisme moral, la société de marché le combine avec le libéralisme économique, que l'on classe en général lui plutôt à droite, on ne sait pas trop pourquoi, j'y reviendrai, mais bon. Et ce libéralisme économique qui, lui, évidemment, est le fanat et le grand promoteur du libre marché, du libre-échange et de l'État minimal. Et qu'est-ce que c'est que la société de marché pour commencer? La société de marché, c'est justement ce modèle de société qui combine à la fois le libéralisme moral et à la fois le libéralisme économique dans un seul modèle, comme 2 facettes indissociables d'un même modèle. Et 2 facettes indissociables d'un même modèle qui se nourrissent d'ailleurs mutuellement. Parce que, bien entendu, le libéralisme philosophique crée, comme on va le voir, eh bien, il crée finalement les conditions d'une extension infinie du libéralisme économique et des logiques de marchandisation. Logiques de marchandisation qui, finalement, quand elles se déploient complètement, finissent même par se nourrir de la société elle-même, par dévorer la société elle-même. Voilà, donc je vous propose tout simplement de partir à la découverte de cette société de marché. Alors, qu'est-ce que c'est que la société de marché? D'où elle vient? Je suis universitaire, on ne se refait pas, j'ai fait un plan.
un plan en 2 parties, d'une banalité absolue. Alors, dans une première partie, on va essayer de revenir sur ce qui me semble constituer les fondations intellectuelles de la société de marché. Qui sont ceux qui l'ont pensé, pourquoi, en réponse à quel problème, comment elle fonctionne, c'est quoi ce modèle de société dans le détail, comment il entend nous unir. Ça, ce sera la première partie. C'est très important, hein. Vers une petite dimension, vous allez voir, je vais citer, etc., je vais faire l'universitaire jusqu'au bout, mais il faut absolument connaître ces références, vous voyez que pour l'essentiel, vous les connaissez, parce que la société de marché, si c'est difficile de lutter contre, c'est qu'elle s'appuie évidemment sur un socle intellectuel tout à fait remarquable, qui a une vraie cohérence, hein, qui a de véritables lettres de noblesse intellectuelle. Donc il faut bien avoir ça en tête. Donc premier temps, je reviendrai là-dessus, les fondations intellectuelles, les modes de fonctionnement. Et puis deuxième temps, je reviendrai sur les principales conséquences, les principales impossibilités, les principales apories de la société de marché. Et ça, je verrai ça dans un second temps. Je ne les verrai pas toutes, j'insisterai sur 2. Voilà, vous avez pu noter le plan? Ça va, vous me suivez pour le moment? Bien. Alors, première partie, les origines intellectuelles et le mode de fonctionnement de la société de marché. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que j'entends par société de marché? Je crois qu'il faut dire tout simplement qu'à la racine du modèle de la société de marché, on trouve finalement une ambition proprement révolutionnaire, hein, si on rapporte finalement la société de marché à l'histoire longue de nos sociétés humaines. Qu'est-ce que c'est que cette ambition proprement révolutionnaire? Et cette ambition consiste à tenter de fonder le lien social, de fonder ce qui nous réunit, ce qui nous tient ensemble, de fonder ce lien social sur autre chose que l'histoire partagée, sur autre chose que la culture collective, sur autre chose que les valeurs ou les vertus communes. Bref, de réussir à fonder la société sur autre chose que ce que le grand sociologue Émile Durkheim appelait la conscience collective de la société. Ces valeurs, ces croyances, ces convictions que l'on partage en commun. La société de marché nous dit « nous n'en avons plus besoin ». Et nous n'en avons plus besoin parce que nous avons inventé une autre forme d'interdépendance, tout aussi efficace, une autre forme de colle sociale, tout aussi efficace. Et cette colle sociale, ce ne sera plus la conscience collective, ce sont les liens marchands, les liens du commerce, les liens économiques, les interdépendances économiques. Et ça, c'est vraiment ce qui fait le cœur de la société de marché, évidemment, on va le voir. Cette conception, donc désormais économique et non plus culturelle du lien social, quand est-ce qu'elle naît? On comprend pourquoi elle naît. Elle naît au XVIIe et au XVIIIe siècle, juste après les guerres de religion, au moment où les guerres de religion ont discrédité pour un temps cette idée que l'on pouvait faire société autour de valeurs partagées en commun. On s'était tellement battu au nom de ces valeurs que finalement il était certainement grand temps d'inventer autre chose. Et par conséquent, les penseurs de la société de marché, dans ce contexte des XVIIe et XVIIIe siècles, échaudés par les guerres de religion, se disent mais finalement, foin de la morale commune, foin des valeurs communes, trouvons autre chose de plus économique mais de plus pratique, si l'on substituait finalement les liens économiques aux liens culturels et moraux pour faire société. Les liens économiques ne pourraient-ils pas servir de substitut à ces liens moraux qui sont tellement difficiles à garder, à transmettre, etc., etc. Et le pari de la société de marché, c'est bien ça, hein, c'est de dire que désormais, les liens économiques viendront se substituer aux liens culturels et moraux et qu'ils constitueront la nouvelle colle sociale qui va tenir ensemble les personnes d'une même société. L'idée, vous la voyez bien, de ces interdépendances économiques, l'idée c'est que désormais, à l'intérieur d'une même société, si chacun coopère de façon pacifique avec les autres membres de la société, c'est plus du tout parce qu'ils partagent avec eux une vision commune du bien, du bon, du mal, etc. Mais c'est simplement parce qu'il va avoir besoin des fruits de leur activité, il va avoir besoin de ce qu'ils produisent et des fruits de leur travail pour poursuivre son projet personnel d'enrichissement. Autrement dit, désormais, si on interagira pacifiquement avec nos semblables, ça n'est plus parce qu'on partage avec eux une commune vision du bien, c'est simplement parce qu'on a intérêt à interagir avec eux de façon pacifique pour pouvoir récupérer, marchander, commercer avec eux et récupérer les fruits de leur travail. Et finalement, cet intérêt bien compris est suffisant, nous disent les tenants de la société de marché, pour effectivement nous tenir ensemble de façon pacifique. Ainsi, hein, le plombier a besoin d'interagir pacifiquement avec le garagiste pour que le garagiste répare sa camionnette. Le garagiste a besoin d'interagir pacifiquement avec le vendeur de pneumatiques pour obtenir des pneus. Et puis tous ont intérêt à être à peu près pacifiques avec le boulanger quand ils achètent leur pain. Mais ce qu'ils partagent avec le boulanger, avec le plombier ou avec le ou avec le... De qui ai-je parlé déjà? Je vais voir si vous suivez. Oui, le garagiste. Ce qu'ils partagent ne va pas au-delà
que l'intérêt bien compris à des échanges économiques pacifiques. Évidemment, une des formules qui dit le mieux cela, qui synthétise le mieux ce projet, c'est celle du fameux économiste Adam Smith. Adam Smith nous le dit très clairement, désormais pour faire société, plus besoin de morale commune, et là je le cite, car ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. Désormais, nous ne nous en remettons pas à leur humanité, ajoute Smith, mais à leur égoïsme. Nous avons trouvé une colle sociale nouvelle, les liens économiques, qui va permettre de faire quand même société en multipliant les égoïstes. Chacun pourra rester parfaitement égoïste et pourtant on vivra ensemble de façon à peu près pacifique. Extraordinaire. Quelle économie de moyens, plus besoin de tradition, plus besoin de biens communs, plus besoin de produire un accord toujours difficile au niveau éthique. Non, non, non. Que chacun reste égoïste dans son coin, et grâce évidemment à quelques institutions nouvelles qui vont prendre une importance centrale dans la société, on arrivera quand même à faire société. Évidemment, ce projet de société de marché amène dans la société des institutions nouvelles qui deviennent très importantes. Ces institutions nouvelles, évidemment, elles n'ont plus besoin, on n'attend plus d'elles qu'elles portent une conception commune du bien, c'est plus tout ce qu'on leur demande, mais ces institutions nouvelles, on va demander essentiellement désormais qu'elles sécurisent des échanges économiques. Donc il nous faut évidemment des lois et il nous faut des tribunaux pour pouvoir rétablir la justice dans chacune des conventions, que le boulanger livre bien son pain qui ressemble à du pain et que celui qui doit acheter lui a bien versé sa monnaie. Et donc, c'est le fameux juge de John Locke, celui qui va terminer tous les conflits, qui va pacifier la société. Et donc, désormais, dans la société de marché, les institutions centrales deviennent peu à peu le marché, la propriété, les contrats et les juges, susceptibles tous ensemble d'articuler les égoïsmes, de faire, vous le savez bien, comme le disait Mandeville, de faire des vices privés de l'égoïsme, de la protéo gain de chacun, de faire des vices privés des vertus publiques. Si les vices privés sont des vertus publiques, on a intérêt à ce que les vices privés se développent. Bien sûr. Bref, vous comprenez, l'économique et les institutions qui permettent de sécuriser les fonctionnements économiques deviennent dans la société de marché le cœur de la société. C'est là-dessus que repose notre coopération. Et par conséquent, bien sûr, le commerce et l'économie d'une manière générale deviennent une sorte de nouvel idéal social. On va adorer l'économique, on va évidemment glorifier l'entrepreneur, adorer le commerçant, le marchand qui devient le nouveau héros de la société, bien sûr. Et ce commerce, cette économie devient l'objet réellement d'une nouvelle religion, et cette nouvelle religion, c'est l'économisme. L'économisme, c'est quoi? C'est la religion qui pense que l'économie est la réponse à tous nos maux. Tous nos maux sont réglables par l'économique, pourvu que l'économique marche, pourvu qu'on ait de la croissance. Si on a de la croissance, alors tous nos maux s'apaisent. Tout va bien. Cette nouvelle religion de l'économie, c'est pas moi qui l'invente. Celui qui en a parlé le mieux, certainement Benjamin Constant, vous vous souvenez, début du 19e siècle. Il le repère dès le début du 19e siècle dans un discours très célèbre sur la liberté des anciens et des modernes. Il décrit cette société de marché qui est en train de bouillonner. Elle a beaucoup bouillonné au 19e siècle, évidemment. Elle a beaucoup bouillonné. Et pour la décrire, que nous dit-il Constant? Il nous dit, avec des termes quasi religieux, évidemment, le commerce est aujourd'hui l'état ordinaire, le but unique, la tendance universelle, la vie véritable des nations. Chaque individu occupé de ses spéculations, de ses entreprises, des jouissances qu'il obtient ou qu'il espère, ne veut en être détourné que momentanément et le moins qu'il est possible. Le moins qu'il est possible. La vie ordinaire, l'essentiel de la vie de nos nations, passe effectivement par des problématiques économiques. Alors, cette nouvelle philosophie sociale, évidemment, elle va conduire, et vous l'avez remarqué comme moi, à complètement saturer le débat politique de questions économiques qui vont désormais constituer l'essentiel, puisque c'est là-dessus qu'on veut faire société. Mais elle va conduire aussi, cette nouvelle philosophie sociale, à la simplification extrême de quelques-uns de nos grands problèmes sociétaux, qui vont devenir extrêmement simples quand on espère les diluer dans la question économique. Par exemple, évidemment, la question des migrations. Ou par exemple aussi, bien sûr, la question de la transmission culturelle. Examinons-les rapidement. Puisque, la question des migrations pour commencer, puisque l'intégration sociale repose désormais sur l'économique, vous savez, sur le pouvoir intégrateur du doux commerce. Vous vous souvenez, le doux commerce, Montesquieu. Alors, puisque finalement l'intégration sociale repose effectivement sur le doux commerce,
Eh bien finalement, tant qu'il y a de la croissance et des échanges, les personnes et les peuples peuvent bouger et se mélanger à volonté. Aucune difficulté. Les personnes désormais vont là où on a besoin d'elles. Elles vont là où bien sûr la possibilité d'un salaire ou d'un profit les amène. Si elles peuvent s'intégrer économiquement, on a là le tout nécessaire à une intégration. Besoin de rien de plus, évidemment. Besoin de rien de plus, tout le monde s'en trouvera très bien. Et vous comprenez bien que quand on pense les questions d'intégration, à partir d'un individu hors sol, complètement réduit à sa qualité de consommateur et de producteur, évidemment, un individu qui n'a pas de racines culturelles, ni de liens sociaux, ni de liens familiaux, les questions d'intégration deviennent extrêmement simples. Ce sont des questions de vases communicants. Mon collègue économiste très fameux, très médiatique, Olivier Pastré, le dit bien dans un article du Monde il y a 2-3 ans. Les problèmes de manœuvre et d'intégration, non, il nous faut de la croissance. Et d'ailleurs, c'est bien simple, s'il nous faut de la croissance, il va manquer 30 millions de travailleurs en Europe à l'horizon de 2030. Or, il y en aura 30 millions en trop en Afrique. Il suffit tout simplement, bien sûr, de les faire venir. Puisque l'intégration n'est qu'économique et qu'on ne la pense qu'à partir d'un individu hors sol. Autrement dit, vous l'avez bien compris, bien sûr, la société ouverte, c'est l'autre nom de la société de marché, bien entendu, qui réduit la question des intégrations et du lien social à de l'économisme. La question de la transmission culturelle, ensuite, si l'intégration sociale repose sur le marché, les contrats et les tribunaux et plus sur le bien commun, dans ce cas-là, l'attention que l'on porte au socle culturel ou moral de notre société, l'attention que l'on porte à sa matérialisation, à sa transmission, elle pourra être au fil du temps, ça va être très lent, mais de moins en moins forte. Évidemment, on aura la version républicaine, on l'a bien connue, les hussards de la République qui vont séculariser, mais en gros reprendre tout l'héritage chrétien, etc. Mais pendant tout un temps, bien sûr, ça va tenir. Mais peu à peu, comme on n'en a plus besoin, puisque ce n'est plus comme ça que l'on pense le lien social, on pourra s'en passer, bien entendu. On pourra s'en passer. Plus besoin de le transmettre. Et on va réduire finalement le socle moral de la société à la seule liberté. La seule valeur qui reste, c'est la liberté, totale, complète, infinie. Cette évolution, effectivement, de la société de marché, elle va conduire naturellement, puisqu'on transmet moins le bien commun et la morale commune, puisque ce n'est pas là-dessus qu'on parie pour faire société, elle va conduire, bien sûr, à ce que dès le 19e siècle, ne croyez pas, on n'est pas du tout sur des problèmes nouveaux, dès le 19e siècle, Durkheim, dans un livre extrêmement célèbre, voit venir dès le 19e siècle ce qu'il appelle l'affaissement, il parle d'étiolement, lui, de la déconstruction, évidemment, de la conscience collective. Durkheim consacre toute sa thèse de doctorat à cette question-là, pour montrer comment l'avènement de la société libérale et de la société de marché conduit naturellement à la déconstruction de la conscience collective des peuples et à leur culture. Naturellement. Et il nous dit, c'est un tout petit peu technique, vous allez parfaitement comprendre, il le mesure comment? Il dit, il n'y a qu'à regarder qu'une chose. Au XIXe siècle, on a un grand remplacement du droit qu'il appelle répressif par le droit restitutif. J'explique. Qu'est-ce que c'est que le droit répressif? C'est le droit pénal, en gros, qui vient matérialiser les grands interdits moraux sur lesquels on est d'accord. Et bien évidemment, comme on n'a plus besoin, pour faire société, de se mettre d'accord sur des grands principes moraux en commun, on peut le laisser tomber, ce droit-là. Et on peut dépénaliser à tour de bras, bien sûr. En revanche, le droit restitutif, qui est celui des contrats qui sert au commerce, lui, il va exploser, devenir de plus en plus important, des ramifications, se diviser, devenir de plus en plus technique, parce que c'est là-dessus qu'on compte pour faire société. Et par conséquent, il n'est pas surprenant qu'on assiste, depuis maintenant largement plus d'un siècle, à un lent processus d'abord de dépénalisation, jusque-là, pourquoi pas, mais ensuite de banalisation, et enfin, bien souvent, évidemment, de promotion de tout un tas de comportements que l'on voyait jusqu'à très récemment comme devant être réprimés, comme étant, évidemment, éthiquement condamnables. J'en prends quelques exemples sans idée d'hierarchie, là, évidemment. Dépénalisation du blasphème, dépénalisation du divorce, dépénalisation de l'adultère, dépénalisation de l'avortement, dépénalisation des comportements sexuels qu'on considérait jusqu'à maintenant comme étant indignes de l'homme, sadomasochisme et échangisme, etc., etc. Et vous avez bien vu que ce trend, cette tendance, excusez-moi de parler anglais, c'est ma déformation de prof de gestion, que cette tendance se poursuit aujourd'hui. Quels sont les nouveaux dossiers qui sont sur la table? Vous les connaissez, on est même là pour ça. C'est évidemment consommation de drogue, manipulation génétique, mère porteuse, euthanasie, etc., etc. Bref, c'est une société, évidemment, c'est une société, la société de marché, dans laquelle il n'est plus du tout question que la communauté politique dise le bien. Chacun en délibère comme il veut, dans son coin, au seuil de sa porte. Ça n'est plus ce qui nous tient ensemble. Ce qui nous tient ensemble, c'est l'économique. Donc on n'a plus d'institutions qui disent le bien.
Ce que je dis est assez faux. Il en reste une, bien sûr, qui dit le bien. Il en reste une qui dit bien. Et celle qui dit le bien, c'est le marché. Désormais, tout ce qui fait l'objet d'une transaction libre et profitable sera désormais vu comme bon. La dernière institution qui dit le bien, qui va trier les pratiques sociales, qui va inventer nos modes de vie, c'est le marché. Tout ce qui désormais suscite une transaction libre et profitable sera vu comme bon pour la société. J'en veux pour preuve les récentes décisions européennes du cabinet Eurostat, grand statisticien européen qui en même temps arrête des directives de comptabilité nationale. Eh bien, en 2014, Eurostat a recommandé à tous les pays de l'Union de faire entrer dans leurs comptes nationaux, dans le calcul de la croissance et du PIB, de faire entrer dans les comptes nationaux les transactions liées à la drogue, à la prostitution, au trafic de cigarettes et au trafic d'alcool, au motif, tenez-vous bien, je cite, que ces contrats reposent sur l'accord librement obtenu entre les parties à l'échange et qu'il faut donc les comptabiliser comme richesse pour la société. Notons que c'est la gloire de la France. La France n'a pas revu sa comptabilité nationale, donc on n'a pas intégré ça. Mais l'Italie, l'Espagne, la Belgique, l'Angleterre se sont pliés volontiers à la nouvelle directive et ont vu aux merveilles leur produit intérieur brut s'accroître de 1%. Et donc, bien entendu, puisqu'on accroît le numérateur, eh bien, grâce à cette augmentation de 1%, ils respectent beaucoup mieux les critères de Maastricht de 3% du déficit public rapporté au PIB, évidemment. Bref, en synthèse de cette première partie, la société de marché, c'est une société qui nous fait passer d'une société de la recherche du bien à une société, finalement, du juste, c'est-à-dire une société qui se contente de garantir la justice et l'équilibre comptable dans les contrats. Et évidemment, qui entend bâtir le lien économique et la société, le lien social, uniquement sur l'économique. Pour conclure cette première partie, je ramènerai juste un penseur contemporain très important, celui qui a le mieux décrit ce modèle de la société de marché. C'est un immense philosophe, quelqu'un d'absolument formidable, un très grand intellectuel, c'est le grand penseur et philosophe libéral Friedrich Hayek. Hayek a été le grand inspirateur de la nouvelle révolution libérale des années 70 et 80. Et Hayek, dans un papier très célèbre qui s'appelle, tenez-vous bien, grand libéral Hayek, le papier s'appelle « Pourquoi je ne suis pas conservateur ». Hayek consacre 25 pages à expliquer à ceux qui se seraient endormis qu'un libéral n'est pas un conservateur. Surtout pas. Surtout pas. Et donc il prend la plume et il écrit un papier « Pourquoi je ne suis pas conservateur ». Toute forme de conservatisme est vue comme étant une entrave aux dynamiques spontanées du marché. Et qu'est-ce que nous dit Hayek ? Ça, vous allez voir qu'effectivement, on n'a pas de doute sur le fait qu'il n'est pas conservateur. Qu'est-ce que nous dit Hayek ? Il nous dit, je le cite, « Pas besoin de valeurs, d'idéaux moraux, de sagesse supérieure ou d'autorité pour fonder la société. Pas besoin de tout ça. Car seul suffit la foi dans les forces d'ajustement spontané du marché, qui amèneront les adaptations requises par les situations nouvelles. » La fin est drôle. « Même si personne ne peut prédire comment elles le feront dans chaque cas. Mais il y aura des ordres spontanés du marché. L'économique va, de façon quasi automatique, générer des ordres bons, Générer des ordres bons. » Vous remarquez à ce moment-là de mon exposé, curieuse similitude quand même. Qui nous raconte que l'économique est à la base de la société ? Qui nous raconte que l'ensemble de la société se règle sur l'économie ? Et on est censé le détester, et on a raison. C'est Marx, évidemment. C'est Marx. Curieuse communion des libéraux et des marxistes dans un commun matérialisme, évidemment. Et on pourrait dire d'une certaine manière que le modèle libéral déplié jusqu'au bout fait advenir historiquement ce que Marx avait pensé théoriquement. Ce matérialisme historique, c'est-à-dire cette idée que c'est l'économie qui gouverne et qu'on a moqué pendant des années en disant que Marx nous dit des bêtises, il n'est pas impossible que le modèle libéral déplié jusqu'au bout l'ait réalisé historiquement. Que le dernier arbitre de toute notre pratique sociale, de la fondation de toute notre société, ce soit effectivement l'économique. Mais qui le réalise, ce n'est pas Marx. Ce sont l'autre grand matérialisme, évidemment, le libéralisme. Ce que d'ailleurs, on devrait savoir depuis des lustres. Est-ce que Pierre Manand, dont vous savez comme moi que c'est un penseur remarquable et en même temps très modéré, grand spécialiste du libéralisme, dans sa grande histoire du libéralisme, Manand ne manquait pas de nous dire « Le programme libéral, une fois qu'il est complètement élaboré, tend à faire de l'économie le fondement de toute la vie sociale et politique. » Tout repose sur ce que Marx appelait l'infrastructure matérielle.
Alors, quelles conséquences ça a? J'ai fini ma première partie. Quelles conséquences ça a? Quelles conséquences ce modèle, quand il avance, quand il se déplie peu à peu, quelles conséquences a-t-il? Il a plein de conséquences. Je vais me concentrer sur deux. Je crois qu'il a des conséquences, d'abord, elles-mêmes économiques, mais qui sont importantes parce que la société de marché va complètement, je crois, transformer le sens de l'économie et du travail. Donc des conséquences sur le travail et sur l'économie. Et puis, deuxième type de conséquences problématiques aussi, des conséquences culturelles. D'accord? On essaie de rentrer dans ces deux types de conséquences sur le travail, des conséquences économiques, puis des conséquences culturelles. Sur le terrain du travail et de l'économie, tout d'abord, je crois que le modèle de la société de marché provoque, là j'ai rien inventé, je reprends une intuition de Simone Weil, la grande philosophe des années 30, je crois que sur le terrain du travail et de l'économie, ce que produit la société de marché, c'est une véritable inversion de notre économie et une véritable inversion des logiques de travail. Qu'est-ce qu'elle voulait dire Weil par ça? Et je crois que ça nous parle beaucoup pour aujourd'hui. Elle voulait dire évidemment que pourquoi les gens se lèvent le matin pour travailler? Ils se lèvent le matin bien sûr pour gagner leur pain, hein, et puis ils se lèvent parce qu'ils vont produire des choses qui sont bonnes et nécessaires, des produits et des services qui sont bonnes et nécessaires pour les autres membres de la société. C'est ça la dignité du travail, c'est ça la grandeur du travail. Je me lève tous les matins pour mettre mes talents à la disposition d'une société et d'autres hommes en produisant des produits et des services qui sont bons pour ces hommes et cette société. Et puisque je produis des services et des produits qui sont bons pour les hommes de la société, eh bien évidemment, j'en récupère quelque chose de très beau et de très nécessaire, du profit et des revenus. La grande inversion, c'est quand le moyen tout à fait beau et nécessaire, que sont les revenus et le profit, la grande inversion, c'est quand de moyens, le profit devient la finalité ultime de toutes les activités de travail et de toutes les activités économiques. Et c'est ça la grande inversion. Dans une société dans laquelle on ne pense plus bien commun, dans laquelle on n'a plus aucun discernement éthique, dans laquelle on a remis la question du bien au marché, eh bien évidemment la seule façon pour nous de trier parmi nos productions, c'est la performance économique. C'est la seule. Désormais, tout ce qui est profitable sera vu comme bon, même quand ces activités profitables dévorent la société. Désormais, seul le profit n'est plus le moyen tout à fait beau, estimable et nécessaire de production bonne. Le profit devient la finalité. Le problème, c'est que si le profit devient la finalité, on va s'affronter, et on s'affronte déjà, à de très très gros problèmes. Prenons-en quelques-uns, certains sont très importants, d'autres le sont moins, mais disons-le quand même. Si le profit est la seule aune à partir de laquelle on mesure l'importance de nos productions, ben dans ce cas-là, évidemment, chacun doit être libre de produire et de vendre des crédits subprime. Ben, évidemment. Quoi, ces crédits subprime abusent de la crédulité des classes les plus démunies, on les roule dans la farine en leur faisant croire qu'on peut acheter des maisons alors qu'on n'a ni revenus, ni travail, ni capital, les fameux crédits ninja. On s'en fiche, ça fait de l'argent, allons-y. Mais si le profit est le seul juge de paix de nos activités de travail, ben, n'hésitons pas, créons un marché de l'adultère. Il était temps quand même, hein, vous m'avouerez. Il fallait qu'on s'y mette. Et bien, ce marché de l'adultère est là. Désormais, vous pouvez acheter, évidemment, de l'adultère sur des sites bien connus, le plus connu étant Glidden, hein, qui vous propose, moyennant finance, de trouver un partenaire avec lequel vous tromperez votre mari ou votre femme. Quoi, ça détruit la société, la solidarité, la cohésion? Mais taratata, ça fait surtout, évidemment, plein de fric. Sur le terrain économique, il faut faire Glidden, hein, parce que sur le terrain économique, Glidden, vous connaissez Glidden, ils se sont affichés dans le métro en 4x3 pendant toute une année. Hein. Donc c'est pas confidentiel. Hein. Glidden, vous savez, ils ont des hommes de marketing super qui sont très drôles, même moi ça m'a fait rire. Le grand slogan dans le métro parisien de Glidden, c'était, tenez-vous bien, être fidèle à deux hommes, c'est être 2 fois plus fidèle. C'est pas beau ça, hein? Quand même, ah ben les hommes de marketing, ils vont évidemment. Hein, évidemment. Alors je vous rassure, le site Glidden est américain. Encore un marché qu'on a raté. Mais rassurez-vous, les petits Français sont à fond. Il y a aujourd'hui plein de start-up françaises, made in France, de Glidden, et qui vous proposent la même chose. Hein. C'est pas anecdotique Glidden, parce que Glidden, c'est 900 000 inscrits. Hein. 900 000 inscrits. Et en plus, sur un terrain stricto sensu économique, il faut absolument le faire, parce que Glidden, c'est de la croissance, et c'est des emplois. Glidden, il crée des emplois. Hein. François Hollande saute de son siège 15 fois par jour avec Glidden. Hein. Je vous laisse mal penser, attendre. Bon. Ah oui, en plus, et j'ai cru que c'était une plaisanterie au départ, Glidden, il faut vraiment le faire, parce que comme le disent mes collègues économistes, comme toute activité économique bien pensée, Glidden provoque des externalités positives.
C'est que ça redynamise aussi d'autres secteurs. Eh bien, Glidden a redynamisé à Paris le marché de la location de chambres en journée. Ça crée aussi des emplois dans les... Ne plaisantez pas, hein, c'est un dossier entier du Monde d'il y a 2 ans sur cette question-là. C'est-à-dire, ils l'ont mesuré et c'est effectivement véridique. Les chambres d'hôtel tournent plus. La rotation du capital. Donc, évidemment, il faut le faire. Mais, puisqu'on en est là, si finalement ce qui dit la qualité de nos pratiques de travail et de nos pratiques économiques, ben, pourquoi on ne laisserait pas aussi la culture populaire, notre imaginaire social au seul marché ? Et on ferait rentrer dans notre imaginaire, dans notre culture populaire, finalement, non pas ce qui est bon, non pas ce dont on pense que c'est important que les jeunes de notre société l'aient dans notre tête, mais uniquement ce qui est bankable, uniquement ce qui est profitable. Ben, il me semble qu'on l'a fait, en fait. Aujourd'hui, vous le savez comme moi, quel est le grand média, quel est le grand média de la culture populaire ? C'est une des plus grandes transformations de nos vies humaines, hein, il ne faut pas le... C'est, comment il s'appelle, un philosophe politique américain, dont je suis en train d'oublier le nom, mais ça me reviendra, qui nous alerte beaucoup là-dessus, il est très fameux. Il nous dit une des plus grandes transformations de la vie humaine à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est l'arrivée des écrans. Et il a raison, hein. Lorsqu'arrive la télévision, va s'opérer dans l'agenda des êtres humains la plus grande transformation de l'histoire, c'est-à-dire que tout d'un coup, 4 heures de l'agenda de vous et de moi disparaît et va être consacré à l'écran. Parce que vous n'avez pas oublié, pas parce qu'on est à ictus, hein, vous n'avez pas oublié que la moyenne, en tout cas, de télévision et d'écran par jour, c'est 4 heures. 4 heures, c'est pas rien. Hein. École et famille luttent contre 4 heures d'écran par jour. 4 heures d'écran par jour. Mais alors, donc c'est certainement très important, parce que l'écran éduque nos enfants, et nous éduque nous aussi. Donc la question de savoir quelles images on envoie 4 heures par jour à travers la télévision est importante. Oui, mais c'est plus important que ce soit profitable. Donc libéralisons la télévision. Libéralisons les écrans. Hein. Et là, Mitterrand et Chirac sont parfaitement d'accord là-dessus. Hein. On va libéraliser, effectivement, la télévision, puis ensuite TF1, etc., etc. Eh bien, il ne nous aura pas fallu plus de 20 ans pour qu'au terme de cette libéralisation, évidemment, nos écrans soient complètement pollués, bien sûr, par la télé-réalité. Par la télé-réalité, avec ces émissions savoureuses, extrêmement bankable, extrêmement profitables. Fabrique-t-elle du lien social ? J'en suis moins sûr. Parce que quand vous passez de Koh-Lanta aux Marseillais en zappant sur l'île de la Tentation, je ne suis pas sûr que ça fabrique du lien social. Vous en connaissez le principe de toutes ces émissions. Hein. On met des gens à l'intérieur d'une même équipe et ils doivent faire semblant de collaborer jusqu'au moment où ils vont évincer finalement un type. Et quand ils l'auront évincé, on leur fera une petite séance de confessionnal pour qu'ils puissent dire dans le confessionnal, mais devant des millions de téléspectateurs, tout le mal qu'ils pensent de l'autre abruti qu'ils viennent de virer. Et donc tout l'objectif, c'est de feindre la coopération pour finalement réussir à berner tout le monde à la fin. Ça, c'est de la colonisation de l'esprit par un modèle de lien social qui donne envie. En 30 ans, on a privatisé la télévision, on est passé du monde d'Interville au monde des Marseillais. Vous vous souvenez Interville ? Oh, le monde des vieux abrutis, vous savez, ces jolies petites équipes de villages solidaires qui font la compète les unes contre les autres. Eh bien désormais, vous n'avez plus Interville, mais vous avez les Marseillais et Koh-Lanta. Je crois que ça traduit effectivement une façon de voir le lien social qui est ici radicalement différente, mais on n'en est pas très surpris, hein, parce que je vous rappelle évidemment ce classique. Pourquoi ces émissions sont-elles faites ? Patrick Lelay, l'ancien patron de TF1, nous l'avait dit lui-même. Hein. Patrick Lelay, quand il dirigeait TF1, il nous disait « Moi, je conçois des programmes pour donner du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. » Ben voilà. Donc tout ce qui donne du temps de cerveau disponible aux publicitaires, eh bien tout ça est très bon, ça fait des emplois. Ça grignote la société, ça la bousille, évidemment. Parce que, chers chefs d'entreprise qui sont ici, le boom de la télévision réalité, c'est 2003. Les enfants de la télé-réalité ne sont pas encore dans vos entreprises. Si vous avez eu du mal avec la génération Y, les enfants de la télé-réalité, je vous assure que ça va être béton. Hein. Vous allez vraiment, vraiment, effectivement, vous amuser. Alors, on pourrait aussi, évidemment, se dire, finalement, si la seule chose qui compte, effectivement, ça n'est plus produire ce qui est bon pour la société, mais uniquement ce qui est profitable, on peut aussi officialiser l'individualisme cupide. C'est quoi officialiser l'individualisme cupide ? C'est que faire en sorte que pour chaque travailleur, il soit désormais conçu comme n'étant pas problématique de passer sa journée à travailler, à faire quelque chose dont on pense que c'est une saloperie, mais dont on l'a fait parce qu'elle est profitable. C'est étrange, hein. Après, on se dit, c'est marrant, il y a du blues, du travail dans nos entreprises, etc. Alors, c'est quoi ? Je vous donne un exemple de ça, une découverte assez intéressante récemment. Par exemple, sur le marché des écrans.
C'est le marché des écrans, au cœur de la dynamique économique aujourd'hui. Hein. Donc dans la Silicon Valley, on fait des écrans, on a un marketing absolument terrible pour inciter tout le monde, évidemment, à acheter des écrans, à les renouveler tous les 6 mois, surtout les jeunes générations, etc. Ça, c'est très important. Donc ils passent leur vie à ça, non seulement à innover, à rendre obsolètes le plus rapidement leurs produits. On se demande bien ce qu'on va faire d'ailleurs des déchets de ces produits, mais enfin, bon, c'est bankable, je vous dis, donc il faut le faire. Bon. Et donc, évidemment, il faut les renouveler, et puis surtout un marketing très alléchant qui disqualifie tous ceux qui seraient un peu technosceptiques. Hein. Le technosceptique qui s'interrogerait sur la nécessité absolue est vu aujourd'hui comme étant un homme préhistorique, un homme de Cro-Magnon qui vient juste sortir de sa caverne, quoi. Donc on construit tout ça, et en même temps, on découvre que dans la Silicon Valley, les GAFA, là, les enfants d'Amazon, d'Apple, etc., il y a un boom des écoles Waldorf dans la Silicon Valley. On l'a découvert parce que Steve Jobs avait fini par dire qu'il n'y avait pas d'écran chez lui pour ses enfants. Du coup, les journalistes ont découvert, ont mené l'enquête. Boum, des écoles Waldorf dans la Silicon Valley. Qu'est-ce que fait l'école Waldorf? Des écoles slow-tech, 0 écran. 0 écran avant l'âge de 16 ans. Donc on est allé interviewer les ingénieurs, les cadres supérieurs de ces entreprises. Ils se disent, mais malheureux, vous n'êtes pas fous. Chez nous, école Waldorf, il y a 0 écran avant 16 ans. Pourquoi, nous disent-ils? Parce qu'on trouve que les écrans isolent trop les enfants, ne permettent plus leur contrôle et les écartent d'autres activités que l'on voit comme étant très importantes, la lecture par exemple. Cro-Magnon s'est réfugié en fait dans la Silicon Valley. Mais tout ça est extrêmement, évidemment, bankable. Bon, je vous passe plein de choses. Évidemment, si dans nos activités économiques, ce qui en dit la vérité, c'est évidemment le profit, évidemment, travaillons le dimanche. Hein. Travaillons le dimanche. On ira, comme disaient certains, avec les dents chercher quelques pouillèmes de croissance. Ça va détruire nos rythmes de vie, ça va disloquer encore plus le lien social, mais peu importe. La seule chose qui dit la qualité et le bien de nos activités, c'est effectivement le profit. Il faut s'y préparer parce que, pour l'instant, on a vu des choses dont certaines étaient catastrophiques, mais on n'a rien vu. Parce que si, au nouveau marché qui s'annonce, nous n'avons à opposer comme critère pour les retenir que le profit, on va s'affronter à de terribles problèmes. Le marché qui est en train de monter, vous le savez comme moi, et qui va devenir très important, c'est le marché des corps augmentés, du transhumanisme. Ce marché, il sera évidemment extrêmement profitable. Et si nous n'avons aucune vision du bien, si nous n'avons que des facteurs économiques à opposer à ce marché-là, évidemment, s'installera absolument partout. Absolument partout. Voilà. Donc vous voyez, hein, dans une société sans morale commune, sans bienveillance, ben, toutes ces transactions, on les comptabilise comme richesse. Elles génèrent des profits, de la croissance, des emplois dans une atmosphère de liberté intégrale. Peu importe que ça détruise la société, bien sûr. Hein. Peu importe que ça se nourrisse du lien social. Deuxième type de conséquences, je crois que l'avènement de la société de marché a des conséquences culturelles aussi assez terribles. Ces conséquences culturelles, je vais commencer par vous dire une évidence, mais je vais essayer de l'affiner un petit peu. Au plan culturel, je crois que le développement de la société de marché fonde aussi une véritable culture de la consommation et une véritable culture de l'immédiateté. Ça, vous le saviez, elle en a besoin d'entretenir cette culture-là pour renouveler sans arrêt ses produits et retrouver de la croissance. Ça, vous le saviez, et ça fait 30 ans qu'on l'écrit partout, 50 ans même presque. Ce qui me semble de plus en plus nouveau, c'est que cette culture de la consommation et de l'immédiateté, elle s'étend peu à peu à tous les domaines de la vie, y compris aux relations sociales. Y compris aux relations sociales. Il me semble que l'autre, la relation avec l'autre, cesse de plus en plus de représenter pour moi, individu de la société de marché, une fin en elle-même, pour devenir de plus en plus un simple moyen au service de mes intérêts et de mes désirs. Je crois que la consommation s'étend de plus en plus à la consommation de l'autre. Je crois qu'on consomme de plus en plus les autres plutôt qu'on ne cherche à les rencontrer. Et que cette frénésie de la consommation de l'autre, elle aussi, évidemment, elle détruit plus que jamais la société. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Tout un tas de sensations, etc., mais aussi des choses de fond. Il me semble que l'exemple de cette extension de la culture de la consommation à la consommation des autres, elle est notamment parfaitement bien portée par la véritable obsession du réseau qui caractérise nos sociétés contemporaines. Tout le monde a un réseau, y compris dans les milieux catholiques. Et il est très important d'avoir un réseau. Et il est très important que ce réseau soit géré de façon efficace sous informatique, Facebook, Viadeo, LinkedIn, etc., etc. Il est très important que j'y multiplie les contacts. Ça, c'est une vraie ressource. Contact, qui est un drôle de mot. Parce qu'on parle de contact dans des relations dans lesquelles tout est fait pour éviter le contact, justement. Pour faire l'économie du contact. Génial, j'ai un potentiel activable, une ressource, j'ai même pas besoin de le rencontrer. Même pas trop besoin de l'inviter à bouffer.
Vraiment, il est activable uniquement en fonction. J'aurais même pas besoin de l'écouter. Enfin, ça tombe bien. Il me rasait d'avance. Donc. En revanche, le jour où vous avez besoin d'un job, d'un coup de main, d'une info, clic, il me l'enverra. Mais donc une consommation des relations complètement tournée, évidemment sur moi-même, et qui va me permettre, dans cette société, de continuer à être performant. Le terme réseau, aujourd'hui, est extraordinairement connoté positivement. Je vous rappelle, et plus anciens parmi nous le savent, c'est une révolution dans le monde de la langue. Hein. Jusqu'à très récemment, le mot de réseau avait toujours reçu une connotation péjorative. Le réseau, c'était l'occulte. C'était la maçonnerie, la pègre, les catholiques entre eux, enfin, ça, c'était bon. Le réseau, c'était, on utilisait des trucs occultes et pas beaux qu'on ne voulait pas dire pour avancer. Désormais, le réseau est au cœur de la société. Il est au cœur de la société. On a besoin, évidemment, de ces potentiels activables pour continuer à être performants. Mes collègues, je vous donne une petite citation, dans un livre qui a fait beaucoup de bruit ces dernières années, mes collègues Boltanski et Capello nous disent évidemment la culture du réseau, elle est au cœur de la société contemporaine, qui est une société dans laquelle il ne faut pas perdre son temps. Il faut réserver son temps pour établir et entretenir uniquement les connexions les plus profitables. On ne perd pas notre temps avec des tocards, avec des losers, avec des pauvres. Non. Il faut évidemment ne pas le gaspiller, même dans des relations avec des proches. Hein. Non, ou avec des personnes. Ne pas gaspiller, disent-ils, notre temps dans des relations avec des personnes dont le commerce procurerait uniquement un agrément affectif ou ludique. Il nous faut de l'efficace. Et donc évidemment, il me semble qu'il est bon que ces contacts remplacent peu à peu les amis. Un ami, c'est terrible. Ça prend du temps, ça contraint, ça engage, ça limite, on lui doit des choses, etc. Il faut se constituer un large portefeuille d'actifs relationnels qui nous permettra de saisir rapidement les opportunités. Ça catastrophe mes étudiants parce qu'ils finissent par plus savoir qui est leur copain et qui est leur contact. Ils se demandent toujours si t'es un ami, t'es un contact. Non, mais c'est très perturbant. Évidemment, vous remarquerez que le réseau est devenu tellement obsessionnel qu'il a pénétré le monde de l'école. Je n'ai pas une famille bourgeoise nantaise, surtout parmi les bourgeoises, qui ne me disent pas que dans le choix de l'école, de l'enseignement supérieur, qui est le moment de la transmission, qui est le moment de la culture et des savoirs, quel est le premier critère de choix de l'école? A-t-elle un réseau? A-t-elle un réseau? Deuxième critère de choix, y apprend-on l'anglais pour internationaliser le réseau? Troisième critère de choix dans l'enseignement supérieur, j'espère qu'il n'y a pas trop d'universitaires ou de profs qui enseignent dans ce truc-là, j'espère que c'est des praticiens qui viennent pour le réseau. Non. Et il me semble évidemment que cette pratique du réseau, elle conduit à une véritable fragmentation de l'attention à l'autre, hein. Une attention à l'autre que désormais on distribue, vous savez, en comptable, parcimonieusement, stratégiquement, on en donne un peu à chacun, mais beaucoup à personne, quoi. Beaucoup à personne. Et il me semble évidemment qu'on rentre peu à peu dans une société du temporaire, du révisable, ce qu'un grand sociologue et philosophe polonais a appelé une société du liquide. On investit dans rien, mais on est potentiellement partout. Et il me semble que lorsque cette logique s'étend, mais elle s'étend à d'autres domaines, parce que finalement, investir dans un syndicat ou un parti politique, à l'aune de cette nouvelle anthropologie et de cette nouvelle logique, ce serait quand même un peu ballot, parce que le syndicat et le parti politique, ça prend beaucoup de temps individuel, et ça ne rapporte que des bénéfices collectifs. Faut que je parte de ce truc-là, quoi. Et je n'y resterai que si on me propose un poste ou une protection. Si je suis syndicaliste, là je reste. Mais s'il y a que des bénéfices collectifs, évidemment, je m'en vais. Dans ce même esprit du fluide, du non-engagement, du révisable au gré de mes intérêts, etc., le mariage devient un engagement insupportable. Là, c'est le summum de la dépendance, évidemment. Le summum, non, il faudrait que je trouve des contrats plus flexibles, dans lesquels je pourrais me retirer un peu plus rapidement dès que mes intérêts sont un peu contrariés, que j'ai vu passer quelqu'un d'autre, etc. Bien entendu. Et Bauman notait lui aussi, c'est drôle, lui aussi est quelqu'un qui vient de la gauche, c'est assez drôle. Bauman disait que le drame de notre société, c'est que l'amour lui-même devient liquide. Mais finalement, la meilleure théoricienne de cette société du liquide, je crois que c'est Laurence Parisot, vous vous en souvenez, quand elle dirigeait le MEDEF. Laurence, elle y allait, elle n'hésitait pas. En 2005, elle nous dit, mais enfin voyons, puisque la vie, la santé, l'amour et l'amitié sont précaires, pourquoi le travail ne le serait-il pas aussi? Ben oui, évidemment. Et donc finalement, en conclusion de cette deuxième partie, il me semble évidemment que l'individu de la société de marché, le seul engagement qu'on arrive à tenir est bien mal, mais ce serait trop long d'en discuter, c'est la liberté, surtout la liberté de consommer absolument ce qu'on veut.
Mais pour le reste, évidemment, il est libre de toute dépendance, il est libre de tout engagement, mais il est surtout, et c'est ce qui fait le drame social, et on le constate en longueur de temps, il est surtout évidemment terriblement seul. Terriblement seul. Il est sans attache, il est sans projet consistant, il est sans reconnaissance. Et la reconnaissance, ça suppose du lien durable, évidemment. Et vous savez comme moi, ou si vous ne savez pas, je vous l'annonce, que toutes les grandes enquêtes sociales montrent que la façon que le contemporain a de dire son malheur, c'est « je ne suis pas reconnu ». Évidemment qu'il n'est pas reconnu, il n'est que dans du liquide dans lequel il ne s'engage pas. Il n'est pas reconnu parce qu'il ne sait jamais qui compte sur lui et sur qui il peut compter. Il est fondamentalement seul. Le gros problème, c'est que l'individu dans la société de marché, il faut bien voir que quand la grande communauté politique ne propose plus ces liens, ne propose plus cette amitié civique, eh bien évidemment, cette amitié, cette solidarité, on va aller les chercher ailleurs, dans d'autres types de communautés. Et j'ai bien peur que ça devienne les communautés, vous savez, qu'on porte sur notre peau, les communautés de la ressemblance immédiate, les communautés du même, dans lesquelles on va trouver un peu d'amitié, un peu de projet, etc., etc. On va passer peu à peu de la grande communauté éthique à la multiplication des petites communautés ethniques, dans lesquelles on trouve du projet, on trouve de la morale, on trouve de l'amitié, on trouve de la solidarité, c'est vrai. Mais la vie aux frontières de chacune de ces communautés devient évidemment de plus en plus complexe, de plus en plus complexe. Et vous savez comme moi que l'on vit bien sûr l'explosion du monde des communautés dans notre pays. L'explosion du monde des communautés, même les catholiques sont devenus une communauté catholique. Je croyais que ça vous ferait rire, mais je vois que ça vous afflige. Bref, on voit se développer de plus en plus que toute la philosophie politique a redouté depuis des millénaires, ce que Aristote appelait l'esprit de faction, quoi. L'esprit de faction, de division, de morcellement. Pour conclure cette expédition là dans la société de marché, ce voyage dans la société de marché, je crois que effectivement, il est grand temps de remettre à l'endroit notre discours politique. Ne faisons pas les matérialistes, ne faisons pas les marxistes, ne faisons pas les libéraux. L'économique ne peut pas constituer le cœur battant de notre société. La politique ne peut pas se réduire à un taux de croissance. Bruno de Saint-Chamond m'avait dit « dis le titre à un moment ou à un autre de ta conférence, sinon ce sera ridicule ». Donc c'était le titre, la politique ne peut pas se réduire à un taux de croissance. Je crois effectivement qu'un des gros enjeux aujourd'hui, c'est que l'on soit capable de débattre à nouveau des conditions de la bonne vie ensemble et des fondements moraux de la société. Parce que ces fondements moraux de la société, non économiques, ils constituent bien sûr l'essence même du politique. L'essence même du politique. Là encore, Aristote peut nous servir de ressource, il le disait bien il y a 2500 ans. Aristote nous le disait, il n'y a qu'une chose qui soit propre aux hommes par rapport aux autres animaux, c'est le fait que seuls ils aient la perception du bien, du mal, du juste, de l'injuste, et des autres notions de ce genre. Or, avoir de telles notions en commun, c'est ce qui fonde une communauté politique. Quand il n'y a pas ça, il n'y a pas de communauté politique. Et donc je crois que la recherche vraiment, la reconstruction de la fondation éthique de notre société, elle doit être première. C'est ça qui permet aux personnes de se rencontrer, de se lier, y compris de s'opposer mais sans se massacrer, y compris de ne pas être d'accord mais sans se massacrer. Donc je crois qu'il ne faut surtout pas attendre, comme on l'entend à longueur de temps, il ne faut surtout pas attendre que le redémarrage de l'économie génère du lien social. Surtout pas. 2 points de chômage en E-, et puis vous verrez que tout ira mieux. Mais non. C'est l'inverse qui est vrai. C'est l'inverse qui est vrai. Si nous voulons du dynamisme, y compris dans l'ordre économique, ce qu'il faut reconstruire en premier, c'est réaffirmer, reconstruire le socle moral de la société. Parce que ce socle moral, il est à la base de toutes les coopérations dynamiques, de toutes les rencontres solidaires et donc aussi, évidemment, de toutes les performances économiques. C'est dans cet ordre-là qu'il faut le prendre. C'est pourquoi je crois qu'on a une urgence. Ce bien commun, il faut qu'on le cultive, il faut qu'on le conserve, il faut qu'on le transmette. Il est si fragile devant l'empire des passions, des égoïsmes, etc. Et c'est pourquoi il me semble aussi que la principale bataille aujourd'hui, c'est une bataille culturelle. C'est une bataille culturelle. Cette bataille, elle se joue justement, elle doit se jouer dans tous les lieux où on essaie de conserver ce qu'il en reste, où on essaie de l'élaborer, de transmettre ce bien commun. C'est là, effectivement, que se joue, je crois, la bataille. C'est-à-dire dans l'éducation, dans l'enseignement, dans les médias, dans les professions culturelles et artistiques. C'est ici, évidemment, que s'élabore et se transmet ou non le bien commun.
Et je crois par conséquent qu'aujourd'hui, plus que jamais, je crois vraiment que c'est dans ces lieux-là que chacun d'entre nous, nous sommes vraiment attendus. C'est là qu'il faut qu'on soit. Voilà. Bon vent à nous tous. Merci beaucoup.